Docteur Livatowski, vous êtes responsable des projets e-santé et Big Data à l'Institut Curie. Parallèlement à une activité clinique centrée sur les cancers thoraciques, vous coordonnez le département de l'information médicale et les projets e-santé et Big Data au sein de l'Institut Curie. Vous êtes co-auteur de Prométhée, un outil de fouille de données. Vous êtes responsable au niveau de l'hôpital du projet de structuration des données hospitalières en vue d'assurer l'intégration des données cliniques avec des données issues du centre de recherche de l'Institut Curie. Vous coordonnez le projet Big Data Clinique avec la direction de l'informatique et des systèmes d'information de l'Institut Curie, et vous portez le projet MyCurie qui a pour objet de fournir aux patients une application leur permettant de disposer d'informations personnalisées sur leur parcours de soins. Alors donc, je souligne au passage, ce n'était pas dans ma petite présentation, que c'est la deuxième fois qu'on parle d'application. Aujourd'hui, en cette journée, on a parlé avec la thrombose, avec la médecine algorithmique, pour arriver à un constat, et là, MyCurie. Donc on vous a invité aujourd'hui pour parler de Google 3.0, Google 3.0 du cancer. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire? 15 minutes, la clochette à -5 et la petite musique à -1. C'est très gentil tout ce que vous avez dit, mais vous m'avez pris du temps de parole. Ah, vous n'allez pas me refaire le coup du professeur Farge ce matin. Allez-y, commencez tout de suite. Alors, en fait, j'ai appelé ma présentation le Google 3.0 du cancer, parce que je trouve que c'était plus attractif que Big Data. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire quoi, Google 3.0 du cancer? Alors, si on regarde ce qui existe dans le web, ce qu'on connaît aujourd'hui, le web 1.0, c'est ce qu'on utilise tous les jours quand on va chercher une information, un document sur Google, par exemple. On tape quelques mots-clés et on a, en moins d'une seconde, 50 000, 500 000 documents. C'est le web 1.0. Le web 2.0, c'est les réseaux sociaux, les gens discutent entre eux. Et le web 3.0, ça serait de pouvoir poser des questions simples et de retirer non pas des documents ou des informations, mais de la connaissance. C'est-à-dire transformer tous ces documents en connaissances. Alors, il y a beaucoup de techniques. Et en gros, ça fait appel à ce que les grandes sociétés comme Google ou d'autres ont mis en place, non pas pour faire de la médecine et de la santé, quoique c'est leurs objectifs maintenant, mais pour faire de la publicité ou pour vendre des voitures, des machines à laver, etc. Donc l'idée, c'est d'utiliser ces mêmes technologies, mais au service de la médecine et du traitement du cancer. Alors aujourd'hui, la masse de données que l'on récupère dans les ordinateurs est absolument considérable. Et puis tout devient numérique. La musique est devenue numérique, le cinéma aussi, et la santé aussi, bien évidemment. Et donc on stocke des données en quantité absolument considérable. On les accumule dans les ordinateurs et jusqu'à maintenant il y avait la statistique classique qu'on connaissait, c'est-à-dire on comparait deux populations, une population A avec une population B, avec des tests statistiques. Et puis aujourd'hui, les mathématiciens, les statisticiens ont mis en œuvre des nouvelles technologies qui permettent en regardant une masse considérable de données, et c'est ça dont je vais parler rapidement, de tirer de la connaissance sans comparer forcément deux populations. Et c'est sûr que ces bouleversements sont venus de la recherche, mais sont aussi venus du fait qu'on utilise la puissance de calcul des ordinateurs qui était sans commune mesure avec ce qu'on connaissait auparavant. Alors, sur cette diapositive qui est assez jolie, c'est la plus jolie d'ailleurs de toute ma présentation, j'ai essayé de figurer l'ensemble des données qu'un hôpital, comme l'Institut Curie par exemple, a dans ses ordinateurs. Alors, le dossier médical qu'on appelle chez nous Helios, dont d'ailleurs le concepteur est ici dans cette salle, c'est 100 000 patients, enfin 100 000 patients atteints de cancer, 10 millions de documents. On a dans nos centres de ressources biologiques 500 000 prélèvements qui sont stockés, des téraoctets, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais enfin en gros des quantités absolument considérables d'images, plus les données génomiques. Ça, c'est ce qui est existant. Seulement si... Ça, c'est les données qui sont rentrées dans l'ordinateur. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais c'est beaucoup plus facile de rentrer les données dans les ordinateurs que de les faire sortir. Et par exemple, si j'ai une question simple, comme combien dans mon hôpital j'ai de cancers du sein traités par hormonothérapie et qui sont en situation adjuvante depuis 2010, quels sont les effets secondaires par classe thérapeutique? Je vais poser cette question en langage naturel, c'est pas possible. Je voudrais, parce qu'il y a un médicament qui s'appelle le Pemetrexed, qui est très efficace, mais qui a l'inconvénient qui, de temps en temps, donne des insuffisances rénales. Est-ce que je peux prédire les patients qui vont faire une insuffisance rénale, qui oblige à arrêter le traitement, alors qu'il est très efficace?
Aujourd'hui, je ne sais pas répondre de façon simple à cette question. Par contre, si je vais sur Google et je ne me rappelle plus du nom du chien de Sherlock Holmes, vous posez la question à peu près en langage comme ça, et en moins d'une seconde, vous avez la réponse. Et le Google 3.0 du cancer, c'est ça, c'est de dire qu'il n'y a pas de raison que quand je pose une question n'importe où dans le monde sur le chien de Sherlock Holmes, j'ai la réponse en moins d'une seconde, et quand dans mon hôpital, je veux savoir combien de patients sont traités par chimiothérapie adjuvante et en une pathologie, je ne peux pas avoir la réponse. Et c'est ça l'idée du Google 3.0 du cancer. Alors, ça c'est la première question dans mon hôpital, mais comme il existe Internet, et puis si d'autres hôpitaux ont le même objectif, s'il y a une question que je peux poser dans mon hôpital, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas poser la même question dans un autre hôpital. Alors, à quoi ça peut servir tout ça ? Alors, je vous passe sur les détails techniques, puisque je vous ai dit que ça avait fait beaucoup de progrès, mais ça reste encore très très compliqué. À quoi ça pourrait servir un Google 3.0 du cancer ? Tout d'abord, ça pourrait servir pour les patients eux-mêmes, ce que j'ai appelé la vocation individuelle. Ça pourrait servir à faire de l'aide au diagnostic. Vous connaissez, parce qu'on en parle beaucoup, le fameux ordinateur d'IBM Watson, qui permet d'aider les médecins américains, maintenant ils le vendent d'ailleurs, à faire des diagnostics. Ça pourrait permettre de mieux prédire l'évolution en comparant des grandes quantités de patients. Ça pourrait permettre de trouver des cas similaires. J'ai un patient qui a telle pathologie, qui a des signes cliniques tout à fait particuliers. Alors, le médecin, en fait, il repose sur sa mémoire pour trouver des cas identiques et pour essayer de trouver le diagnostic équivalent ou les traitements équivalents. Sauf que je regarde que dans ma mémoire, alors que je pourrais regarder dans tout mon hôpital et je pourrais regarder au-delà. Ça pourrait permettre de faire de la e-santé, c'est-à-dire de donner une information au patient qui soit personnalisée, en utilisant une grande quantité d'informations. Et puis, ça pourrait nous aider, nous, par exemple, pour faire des synthèses automatiques des dossiers des patients. Et bien sûr, l'autre objectif, c'est l'objectif de la recherche. Par exemple, c'est d'extraire de l'information structurée à partir de ce capital de documents absolument considérable. Ça peut probablement, et ça a déjà commencé, à changer notre classification des cancers. À titre d'exemple, quand moi j'ai commencé la médecine, c'est vrai, il y a déjà un certain temps, dans ma spécialité, on disait qu'il y avait deux types de cancers bronchiques. Ceux qui étaient à petites cellules et ceux qui étaient à grandes cellules. Alors ça reste toujours vrai. Petites cellules, c'était des cellules qui avaient la taille d'un lymphocyte, et les grandes cellules, elles avaient 10 fois la taille d'un lymphocyte. Aujourd'hui, le cancer du bronchique, c'est probablement 30 ou 40 maladies différentes. Et probablement que cette classification, elle va encore exploser dans les années qui viennent, parce qu'on va par exemple tenir compte du pronostic ou de la réponse à certains traitements. C'est la cloche, là ? Non. Ah, d'accord. C'est quelqu'un qui a son téléphone. Non, allez-y. L'objectif, c'est de faire de l'analyse automatique d'images. On pourrait aujourd'hui, on commence à pouvoir lire automatiquement des IRM et de les comparer à d'autres IRM et de regarder l'évolution. C'est bien sûr de faire de la pharmacovigilance. Alors, je ne vais pas oser parler du Mediator, monsieur de Servier. On pourrait aussi faire les données en vie réelle. Vous n'étiez pas à ce moment-là chez Servier, je pense. Je suis chez Servier. Non, mais vous n'étiez pas à l'époque. On pourrait faire aussi des données regarder les données aussi qui se passent avec l'open data, c'est-à-dire les données d'environnement, les données de consommation médicamenteuse. Ça, c'est ce qu'on espère faire, qu'on soit médecin ou qu'on soit chercheur. Mais il y a aussi des fantasmes, parce que vous ne lisez pas aujourd'hui un journal sans qu'on vous parle de big data. Est-ce que ça correspond à une réalité ? Pas encore. Est-ce que connecter tous les individus en leur mettant des objets connectés un petit peu partout, c'est l'avenir ? Est-ce que les patients vont l'accepter ? Est-ce que les données qu'on récupère vont être des données qui vont être fiables ? Est-ce que, puisque les GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, etc., investissent, la démocratie est en danger ? Est-ce que l'intelligence artificielle est supérieure à l'intelligence humaine ? Je ne le crois pas. Est-ce que Watson remplacera les médecins ? Est-ce qu'on pourra guérir le cancer, éviter les épidémies et vivre 150 ans, comme on le dit, ou comme certains le disent en utilisant les big data ? Est-ce que la génétique explique tout ? Est-ce que séquencer l'ADN de tous les individus va répondre à toutes les questions ? Est-ce que connecter toutes les données de la vie réelle permettra de réduire les maladies ou de les éviter ? Est-ce que les citoyens seront d'accord ? Est-ce que ça va créer de la valeur ? Tout ça pour dire qu'investir le champ... Oui, mais c'est la dernière. Investir le champ de la médecine algorithmique, dans les premières diapositives, j'ai essayé de vous expliquer que oui, il fallait y croire. Est-ce que stimuler la recherche et les partenariats, oui, il faut y croire,
Mais est-ce qu'il ne faut pas oublier d'affronter des problèmes qui sont techniques encore, informatiques, juridiques, éthiques et surtout de protection des personnes? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, une question avant que vous partiez, puisqu'on parlait de big data, de données, de se connecter et donc de donner ces données. Ces données, elles sont protégées en France, elles sont anonymisées et elles sont stockées chez des tiers de confiance. Mais vous, pour faire avancer la recherche, pour une meilleure prise en compte des maladies, vous seriez très volontaire de transmettre vos données comme ça, ou alors vous auriez une petite réticence? Alors ceux qui sont très volontaires, allez-y, levez la main. Et ben voilà, on a envie de faire des choses pour la recherche, c'est très bien. Voilà. Un commentaire par rapport à ça? Oui, si on montre aux patients qu'un des objectifs que l'on a comme médecin ou chercheur, c'est de protéger la vie privée, quand on demande, et si on assure qu'on va protéger la vie privée, notamment par rapport aux assurances par exemple, ou d'autres, et si on prend toutes les dispositions pour le faire, quand on interroge le citoyen, on leur demande est-ce que vous êtes d'accord pour que les données que vous engrangez peuvent servir à la recherche, la réponse du citoyen est oui. Je vous remercie. Merci. Je vais l'applaudir. Donc, docteur Olivier Caron, il n'y a pas de question-réponse, mais allez-y. Allez, posez votre question. J'avais une question au sujet de l'intervenant précédent. Ah, eh bien écoutez. L'analyse du sang. Oui. Est-ce que le sang est homogène? Brian Knockhart. Est-ce que le sang est homogène? Venez répondre vite fait ici. Il est beaucoup plus homogène. Non, mais venez répondre au micro qu'on vous entende. Là, venez au plus vite. En 1 minute. En 1 minute. Je vous ai fait une faveur. Non, il n'est pas homogène, mais il est beaucoup plus homogène qu'un prélèvement d'une tumeur primaire par rapport à biopsie. Mais on considère aujourd'hui quand même que le sang représente une sorte de repositoire de tout ce qui est largué par toutes les tumeurs. Bien évidemment, il y a des demi-vies de l'ADN, certaines tumeurs, il n'y reste pas tout le temps. Bien évidemment, il y a des éléments. On comprend aujourd'hui qu'en termes de stabilité, l'ADN circulant tumoral, dans un laps de temps correct, il est assez stable. Mais, bien évidemment, lorsqu'on a certains marqueurs de type métabolique qu'on utilise dans le sang, il y a une variabilité en fonction de la façon dont le prélèvement est fait, etc. Je pense que c'est des éléments. Ce qui est en cours aujourd'hui, par rapport à la notion d'utilité clinique, c'est de mettre en place des protocoles standardisés, systémisés, pour que justement on peut fiabiliser le prélèvement, pour que toutes ces questions qui sont tout à fait pertinentes, est-ce que ce type de prélèvement peut être une vraie utilité diagnostique? Vous avez vu sur le diapo, Roche, toutes les grandes sociétés diagnostiques sont en train de dépenser des centaines de millions d'euros dans l'investissement de cette approche-là, parce qu'ils voient bien évidemment un intérêt majeur, pas que dans le cancer, mais dans d'autres pathologies aussi, ce type d'analyse. Mais il faut effectivement mieux standardiser les éléments pour que ça devienne plus standardisé.